Monsieur Michel Ménard, ancien député, président du conseil départemental de la Loire-Atlantique depuis 2021, que nous remercions. Monsieur le Président, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement des services publics de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et donc, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, Monsieur le Président, nous allons vous donner la parole pour une intervention d'une dizaine, quinzaine de minutes, avant que le rapporteur et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Mais avant de vous donner la parole, je la transmets à notre collègue Thomas Dessuc pour qu'il vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre commission d'enquête est dans le cœur du métier du Sénat, puisqu'on s'intéresse évidemment aux collectivités territoriales et plus spécialement ici sur les questions budgétaires et les contraintes qui pèsent désormais sur elles, sur les collectivités. Et suite à la séquence budgétaire, la dernière séquence budgétaire, avec une forte tension des rapports entre le gouvernement et les collectivités, et notamment les départements, qui ont fait face à des difficultés particulières liées à la baisse des MTO et puis à d'autres contraintes qui pèsent, le vieillissement ou d'autres liées aux compétences des départements qui restreignent quelque part leur autonomie fiscale et en plus leur libre administration face à toutes ces contraintes. Et donc cette commission d'enquête cherche à explorer à la fois faire témoigner les différentes collectivités et puis à explorer les pistes d'amélioration. Alors ça peut être entre les rapports entre l'État et ses collectivités et puis la façon dont vous percevez les différentes réformes fiscales qui ont eu lieu avec les ressources qui ont été parfois compensées, parfois mal compensées. Et donc on aimerait vous entendre sur ces questions aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, vous dire que je suis très heureux de me présenter devant vous pour exprimer le point de vue de Départements Solidaires, qui est une association qui regroupe une vingtaine de départements. Le titre de votre commission d'enquête est un titre déjà très évocateur pour tous les élus locaux et qui trouve une résonance particulière pour les départements. Vos travaux portent sur la libre administration des collectivités territoriales, privées progressivement de leurs recettes propres, et sur les leviers à mobiliser demain face aux défis de l'investissement dans la transition écologique et les services publics de proximité. Vous mettez en exergue 3 points clés qui constitueront les 3 parties de mon introduction. La réalité contemporaine de la libre administration et son corollaire qu'est l'autonomie financière, le fameux effet ciseau en vertu duquel les départements voient aujourd'hui leurs dépenses progresser fortement tandis que leurs recettes sont en baisse. Et enfin, les défis de demain que vous placez très justement dans les services publics locaux et la transition écologique. Pour commencer, sur le principe de la libre administration à valeur constitutionnelle dès 1958 est reconnue comme telle avant même les lois de décentralisation des années 80. Son corollaire, l'autonomie financière, était déjà protégée avant la révision de 2003 par le Conseil constitutionnel pour une raison simple. La libre administration consacre des attributions effectives aux collectivités qui impliquent qu'elles puissent les exercer avec des moyens associés. Toutefois, comme la plupart des personnes et associations auditionnées depuis le début de vos travaux, les départements solidaires ne peuvent que regretter le dévoiement des dispositions qui furent insérées en 2003 par le Constituant.
Elle visait précisément à protéger les ressources des collectivités, notamment, selon nous, au travers d'un minimum d'autonomie fiscale protégée, bien que la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'ait penché en ce sens. Car en effet, l'article 72-2 de la Constitution protège cette part déterminante de recettes fiscales et d'autres ressources propres. Comme vous le savez, la loi organique a choisi la voie la moins ambitieuse dans l'application de ces dispositions, ce qui a permis aux gouvernements successifs de réduire progressivement les marges de manœuvre des collectivités sur leurs recettes, et je dirais particulièrement les départements. De plus, la part prépondérante des dépenses contraintes que connaissent aujourd'hui les départements porte une atteinte importante à la libre administration, car ils n'ont plus les moyens suffisants pour mener à bien leur politique propre dans ces domaines à dépenses contraintes. Dans le prolongement du principe de libre administration et d'autonomie financière, le constituant a bien voulu protéger également le principe d'une compensation des compétences. Nous considérons que cette compensation et cet accompagnement des compétences créées ou étendues n'est pas à la hauteur. Sa faiblesse rompt le lien entre décision politique et responsabilité électorale. Aujourd'hui, l'État décide et les collectivités paient le prix fort, perdant petit à petit leur liberté pour mener à bien des politiques publiques s'inscrivant dans leur mandat reçu des électeurs. L'exemple de l'extension de la prime dite Ségur est particulièrement parlant. Sans consultation, l'État a pris cette décision que nombre de nos départements ne pouvaient assumer financièrement. Finalement, je m'inscris totalement dans les propos de monsieur le sénateur Hugonnet, qui a tenu lors de l'une de vos auditions, les collectivités sont réduites à de simples agents qui voient passer un argent qu'elles ne lèvent pas pour l'attribuer à des missions qu'on leur assigne. Nous portons des propositions pour renforcer la protection juridique de l'autonomie fiscale des départements et ainsi améliorer le respect du principe de libre administration. Ce qui fait le lien avec le second point, comment les finances des départements en sont-elles arrivées là? Je ne m'étendrai pas sur la réalité des chiffres des finances départementales dont vous connaissez la teneur, et je voudrais juste vous citer quand même un chiffre. L'épargne nette des départements en 2022 était de 8 426 millions. En 2024, de 147 millions. C'est une épargne nette divisée par 57. Aucun autre niveau de collectivité connaît cette même chute. Les régions voient leur épargne nette divisée par 2. Mais les départements, c'est par 57. Donc je souhaitais le rappeler parce que on parle souvent des difficultés des collectivités. Toutes les collectivités ne sont pas logées à la même enseigne, mais particulièrement les départements sont en grande difficulté à cause, d'une part, de la perte totale d'autonomie sur les recettes, et d'autre part des dépenses contraintes, les dépenses sociales que vous connaissez, mais j'y reviendrai dans notre entretien. Le budget pour 2025 a été particulièrement stressant pour notre échelon et celui de 2026 est annoncé comme l'étant encore davantage si aucune décision de l'État n'est prise. Comme l'hiver dernier, nous tenterons de sensibiliser le gouvernement à ce sujet et nous le faisons régulièrement. La situation ne date pas d'hier, mais il ne faut pas remonter si loin pour en trouver les causes. J'aimerais attirer votre attention sur les successives suppressions de cotisations opérées depuis 2017, qui sont également une réponse au déficit de l'État. En 2024, l'État a collecté 205 milliards d'euros de TVA. Seulement 96 milliards ont contribué au financement du budget de l'État. Force est de constater que l'État finance de moins en moins son budget avec les recettes de cette taxe. En 2017, à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, 90% de la TVA collectée restait dans les caisses de l'État, c'est maintenant moins de 50%. La TVA est une taxe affectée qui doit permettre d'allouer par avance le produit de l'impôt à des usages spécifiques. Or, couplée à la quasi-suppression de la CVAE, ultimement repoussée à 2030 face à la dégradation des finances publiques,
une réalité se dessine à la défaveur de la politique de l'offre du président Macron, faite de baisse des impôts de production. La nécessité de compenser cette baisse par une fraction de la TVA opère un transfert clair et précis sur les personnes devant supporter ces politiques. En effet, la TVA est payée majoritairement par les ménages et comme elle est un impôt régressif, elle est supportée de manière plus forte par les ménages modestes. De fait, il y a eu un transfert contributif des entreprises sur les ménages. Pour renforcer concrètement l'autonomie financière et fiscale, Départements solidaires porte diverses mesures visant à transférer des portions de taxes existantes sur lesquelles devra nécessairement être examinée la possibilité d'un pouvoir de taux. Enfin, et j'en terminerai par là, vous avez souhaité nous questionner sur les investissements à venir en faveur de la transition écologique et des services publics locaux. Je voudrais souligner qu'en vertu de leurs compétences en matière de protection des espaces naturels, d'alimentation, de gestion de l'eau, d'ingénierie locale, de logement, d'aménagement du territoire, les collectivités départementales, aussi bien urbaines que rurales, tendent à concentrer les atouts pour une transition écologique et solidaire. De plus en plus d'études démontrent aujourd'hui que la position intermédiaire du département lui permet de jouer un rôle de coordination, de régulateur territorial de la transition écologique, en unifiant les bassins de vie vers un objectif commun adapté aux réalités et aux besoins du territoire. Je prendrai quelques exemples concrets de notre action en faveur de la transition écologique. La rénovation énergétique du bâti, notamment scolaire, et nous gérons de nombreux collèges, les projets alimentaires territoriaux, l'accompagnement des collectivités dans la sobriété foncière ou le déploiement des énergies renouvelables. Concernant les investissements de demain, la récente étude de l'Institut de l'économie pour le climat, I4C, reconnaît pleinement le rôle des départements dans le financement pour la transition écologique et l'estime à 2,4 milliards supplémentaires par an d'ici à 2030, soit plus qu'un triplement par rapport à 2022 et soit 700 millions d'euros de plus que les régions. En somme, cet institut, I4C, prévoit une augmentation de plus de 240% de dépenses annuelles qui s'avérera excessivement complexe sans transfert de taxes ou de nouvelles recettes. La volatilité des DMTO a démontré un point de fragilité de nos recettes, sans compter l'effet ciseau maintes fois exposé, qui est dû à l'augmentation exponentielle des allocations individuelles de solidarité, RSA, PCH, APA. L'association Départements solidaires propose donc le transfert de 2 taxes pour financer la transition écologique, en cohérence avec les compétences départementales, la taxe à l'essieu et la taxe sur les cartes grises. Pour conclure, la décentralisation, par essence, implique que le seuil minimal d'autonomie fiscale permette aux élus locaux de retrouver des marges de manœuvre politiques pour respecter le mandat donné par les citoyens et exercer pleinement leurs compétences. Les politiques nationales menées en la matière ont été délétères pour les collectivités, amputant le pays d'un puissant levier pour la transition écologique et le financement des services publics locaux. Voilà les quelques mots que je voulais faire en introduction de cette audition et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Le département, c'est une collectivité qui a des dépenses très contraintes, vous l'avez rappelé, notamment des dépenses sociales avec des transferts importants et des obligations. Est-ce que vous pensez que travailler sur... il y a une expérimentation d'ailleurs sur le RSA, sur une réforme de recentralisation de certaines compétences, ça peut être une des pistes aussi pour un peu détendre le côté contraint du travail du département. La question n'est pas, à mon avis, de recentraliser ou non. Le montant du RSA elle-même, que ce soit recentralisé ou géré par les départements. C'est vrai pour la PCH, c'est vrai pour l'APA. La vraie question, c'est que soient attribuées les recettes suffisantes aux dépenses obligatoires qui sont assignées par le législateur, par le gouvernement. Et c'est bien ça le problème. On a eu de cesse de voir la compensation de la part de l'État baisser depuis 2003.
En 2003, 99% des AIS étaient compensés. Nous en sommes à 43% maintenant. Donc, rien que pour mon département, chaque année, c'est 220 millions d'euros qui ne sont pas compensés au titre des AIS. Alors, quand, par ailleurs, les DMTO sont importantes, on arrive à assumer. Mais quand ça s'effondre, comme ça a été le cas en 2023 et 2024, on a une situation d'asphyxie. Je vous ai expliqué la situation de l'ensemble des départements quand on passe de plus de 8 milliards d'épargne nette à 140 et quelques milliards, 147 millions en 2 ans. On voit bien que ce n'est pas tenable. Et on tourne aussi un peu autour, dans cette commission d'enquête, sur le rapport avec l'État. Est-ce que vous imagineriez une façon de recontractualiser la relation avec l'État pour qu'on évite qu'à chaque budget, on se retrouve à devoir monter avec des rapports de force de chaque collectivité qui s'inscrivent sur les négociations budgétaires actuellement? Vous pensez qu'il y a un moyen d'améliorer la relation avec le gouvernement, l'État? D'une part, il faut trouver un mécanisme qui permette de financer les dépenses obligatoires, à recettes obligatoires ou à dépenses obligatoires, recettes obligatoires. On ne peut pas financer par les DMTO, par le marché de l'immobilier, les dépenses sociales. Et donc il faut trouver un mécanisme pour financer déjà les AIS. Ce serait déjà le premier point. Et puis il y a d'autres dépenses sociales qui augmentent de façon importante. Je pense à la protection de l'enfance. Dans mon département, vous allez m'excuser, mais je prends quelques exemples du département de Loire-Atlantique. Le budget de protection de l'enfance est passé de 160 millions à 250 millions entre 2021 et 2024. 90 millions d'augmentation. Eh bien, ce n'est pas supportable dans le temps. Et évidemment, les causes sont multiples. Il y a la fragilité des familles post-Covid, mais il y a aussi des décisions de l'État que nous subissons et qui ne sont pas compensées. Et d'ailleurs, un certain nombre de décisions que j'approuve, revalorisation du point d'indice, extension du Ségur, par exemple, mais ça suppose qu'en parallèle, le gouvernement dise comment il finance ces avancées sociales. Parce que c'est un peu trop facile que de décider, en plus, je parlais tout à l'heure du Ségur, qui a été étendu encore l'an dernier, étendu au mois de juin par la ministre Vautrin, avec effet rétroactif au 1er janvier, et sans aucune compensation. Donc, et quelques mois après, un autre ministre d'alors, Bruno Le Maire, explique que les collectivités sont mal gérées. Mais déjà, si l'État ne nous obligeait pas à des dépenses supplémentaires sans nous attribuer les recettes en face, on serait moins en difficulté. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais juste une question pour aller un peu plus loin. Vous avez abordé la question. C'est sur une autonomie fiscale retrouvée dans une forme d'idéal. Comment vous voyez les choses? Si vous deviez écrire un projet en la matière, quel type d'impôt, quel type de taux, si vous pouviez avancer une proposition oui, sur ce thème. Il peut y avoir des taxes nouvelles, la taxe à l'essieu, j'en ai parlé, la taxe sur la vente de véhicules SUV, mais ça c'est plus pour que les départements puissent assumer leurs compétences dans le domaine de la mobilité. Concernant les dépenses sociales, une des suggestions, et qui d'ailleurs n'est pas la mienne, puisque c'est à la fois la proposition du président de la Cour des comptes et du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, serait d'attribuer une fraction de la CSG. Il y aurait une cohérence, parce que la CSG vienne financer des dépenses sociales avec un pouvoir de taux encadré dans les départements. Parce que je pense que c'est bien que les recettes aient un lien avec les dépenses. Mais il faut aussi laisser
la possibilité aux collectivités locales, aux départements pour ce qui nous concerne, de fixer le niveau des recettes en fonction des dépenses que nous devons assumer. Les DMTO sont très volatiles. Ça va bien si nous les utilisons d'abord pour les dépenses d'investissement, pour l'aménagement du territoire, pour le logement, pour la gestion des espaces naturels sensibles, pour la création de péans, mais ce n'est pas du tout adapté pour financer les dépenses sociales. Donc la CSG me paraît être une piste intéressante, mais nous avions une fraction de taxe foncière avant. Elle nous a été supprimée. Dans les pays de la Loire, la Loire-Atlantique était le département qui avait le taux de taxe foncière le moins important. Si j'avais la possibilité d'agir sur ce levier-là, je pourrais me donner des marges de manœuvre. Donc le législateur peut faire un certain nombre de propositions, décider, ça s'est fait par le passé, de modalités qui permettent d'avoir une autonomie fiscale. Donc moi, les deux principes, c'est ça, c'est que c'est un lien avec la politique que nous assumons, d'une part, et puis que nous puissions assumer devant nos électeurs une évolution, la mise en place d'une taxe ou une évolution du montant en fonction des besoins. Là, il n'est pas normal que les recettes soient totalement subies. Moi, je dis maintenant, dans le débat démocratique avec mon opposition, on ne peut plus avoir de divergence sur les recettes, puisque les recettes, nous les constatons. Nous constatons ce que l'État nous attribue avec les différentes dotations, et nous constatons les droits de mutation, nous constatons la dynamique du marché de l'immobilier. Et donc ça, ce n'est pas acceptable du point de vue démocratique que nous ne puissions plus du tout agir sur les recettes. Et s'il y a des collègues qui veulent poser des questions, merci de s'inscrire. Sur la péréquation verticale et sur la péréquation horizontale, peut-être aussi un mot. Sur la péréquation horizontale, les départements, c'est le seul niveau, à ma connaissance, où une péréquation horizontale a été mise en place. On pourra vous retransmettre les chiffres précis des montants de la péréquation horizontale, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros. J'avais en tête, mais je n'en suis pas sûr, 1,7 milliard de péréquation horizontale, mais ce sera vérifié. Mais en tout cas, il y a une péréquation horizontale qui existe et le département de Loire-Atlantique contribue à cette péréquation, est contributeur net. Et moi, ça ne me pose pas de difficulté parce qu'on avait, quand les DMTO fonctionnaient bien, plus de recettes que d'autres départements. Mais c'est vraiment le seul niveau où il y a cette péréquation horizontale. Et je regrette que nous ayons été de nouveau mis à contribution avec le dispositif d'IDICO, alors que nous assumons déjà cette péréquation horizontale. La question de péréquation horizontale pour les différents échelons peut se poser, effectivement. Jean, je pourrais peut-être demander la parole. Oui, Président, merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, si nous partageons, en tout cas en ce qui me concerne, vos constats, au regard de ces deux thèmes qui sont, dont l'autonomie financière est le corollaire, vous l'avez souligné, de la libre administration. Que préconisez-vous à court terme et moyen terme? Parce que, au-delà, encore une fois, au-delà de ces constats que moi je partage, quelles seraient, selon vous, les actions à envisager très très rapidement pour tenter, en tout cas, de permettre cette libre administration et cette autonomie financière au-delà des mots et des intentions que nous pourrions avoir les uns et les autres, puisque vous êtes président d'un conseil départemental, vous avez décrit les difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui, mais que l'on retrouve dans de nombreux conseils départementaux. Vous avez évoqué ce DIDICO que pas mal d'élus décrit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, tout simplement? Je vous le disais à l'instant, on pourrait tout à fait envisager qu'une fraction de CSG soit fléchée vers les départements pour
s'assurer que chaque année, les recettes soient à la hauteur des dépenses obligatoires que nous assumons. Ça, c'est le premier point, et la CSG me paraît un bon levier. Et ensuite, nous pouvons envisager soit de récupérer une partie de la taxe foncière. Après tout, nous l'avions avant, ça nous a été supprimé et transféré au bloc local uniquement parce qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Mais quand même, chaque année, l'État s'est privé de 66 milliards d'euros de recettes. Et il en fait supporter les conséquences en partie aux collectivités locales. Et il accroît son déficit aussi pour une autre partie. Donc nous pouvons imaginer d'autres recettes avec l'élargissement de la TSCA, par exemple. La TSCA, la taxe sur les compagnies d'assurance, elle est calculée sur le nombre de véhicules immatriculés au 31 décembre 2003 dans chaque département. Donc déjà une actualisation du nombre de véhicules pour ce qui concerne les départements qui voient leur démographie dynamique serait un premier point. Étendre cette TSCA à tous les contrats d'assurance et pas simplement aux contrats d'assurance automobile, moduler le taux. Enfin, il y a plein de possibilités. Encore faut-il l'accepter. La TSCA, elle permettrait, d'ailleurs, c'est une des propositions que nous avons faites, de financer les SDIS. Le budget des SDIS augmente chaque année. C'est bien normal parce que les pompiers sont de plus en plus mobilisés pour des secours à la personne. Et quand on dit « je suis le pompier de service », eh bien, en l'occurrence, c'est souvent le cas. Quand le SAMU n'est pas disponible, quand les services de santé, d'une façon générale, ne sont pas disponibles pour venir porter secours, c'est aux pompiers que nous faisons appel. Eh bien, que se passe-t-il dans les départements ? Puisque la participation du bloc communal est limitée au niveau de l'inflation, quand il faut compléter, ce sont les départements qui doivent compléter. Et donc, augmenter la TSCA ou élargir l'assiette, ça permettrait d'aider les départements à financer les SDIS et donc de moins contribuer sur leurs propres recettes, parce que la TSCA qui est fléchée pour les SDIS ne représente qu'une petite partie de la contribution des départements en direction des SDIS. Et je pourrais développer sur d'autres projets. Hein. Donc, par exemple, permettre aux départements de percevoir une taxe sur les cartes grises, je l'ai dit tout à l'heure, affecter une part de la taxe de séjour également aux départements. Donc, ce qui nous a été enlevé à un moment donné peut tout à fait être réattribué. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, les départements avaient 4 pouvoirs de taux. On n'en a plus aucun. Et le dernier qui nous a été supprimé, c'est la taxe foncière. On parle souvent, et c'est une question essentielle, de l'autonomie financière et de l'autonomie fiscale, mais sur l'autonomie de la dépense et sur l'autonomie des choix du département, et notamment s'il faut financer une part de la transition écologique. Comment vous voyez vos marges de manœuvre sur la dépense? Parce que je dis ça parce que moi j'ai été moi-même vice-président du département avant d'être sénateur et maire également, mais au fond sur l'APA, quand ça avait été constitué au départ, l'APA, il y avait une marge de manœuvre de mise en œuvre dans la dépense des départements. Puis peu à peu, ça s'est quand même réduit et tous les départements ont aligné leur niveau de dépense. Comment vous voyez votre autonomie sur la dépense? Est-ce que vous la jugez suffisante? Est-ce que vous souhaiteriez pouvoir retrouver des marges de manœuvre, quitte à avoir les possibilités de plus faire évoluer les aides sociales ou les AIS? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, deux choses. D'abord, je reprendrai les propos de Gaston Defferre. Même si nous ne sommes pas un État fédéral. Hein, non, mais je vais reprendre les propos de Gaston Defferre qui, au moment des lois de décentralisation de 82, il avait émis 2 grands principes, la liberté et la responsabilité. On n'a plus aucune liberté.
Mais on a la responsabilité de tout. On est responsable de tout. Quand il y a un sujet sur la protection de l'enfance, ce sont les présidents de département qui sont mis en cause. Quand on a du retard sur l'instruction des dossiers MDPH, c'est la responsabilité des départements. Mais on n'a plus aucune liberté. Alors après, sur votre question, sur le montant des AIS, moi je pense qu'il ne serait pas juste, il ne serait pas équitable que les départements puissent moduler le montant de ces AIS, que ce soit l'APA, la PCH ou le RSA. Ce sont des droits qui sont ouverts pour l'ensemble de nos concitoyens qui peuvent y prétendre. Et donc, moi, je n'imagine pas qu'un département puisse décider qu'il n'augmentera plus le RSA pendant une dizaine d'années ou qu'il puisse baisser le RSA ou l'APA. Et donc, ça, ce sont des compétences qui ont été attribuées au département, mais nous avons une obligation de versement aux bénéficiaires dès lors qu'ils remplissent ces conditions. Et au contraire, c'est à l'État de nous assurer les financements nécessaires pour que nous assumions ces responsabilités. Après, nous avons possibilité, c'est la libre administration des collectivités locales, comme les autres niveaux de collectivités locales, nous avons la possibilité de faire plus ou moins de routes, d'intervenir plus sur le domaine environnemental ou non, de faire plus dans le domaine des collèges au-delà de nos compétences obligatoires. Et donc, et ça, c'est la moindre des choses. Sinon, si une collectivité devient une simple agence d'État, il faut le dire dans ce cas-là. Mais ce serait le contraire de ce que le législateur a voulu au fil des années avec la mise en place de la décentralisation en 82 et l'étape de 2003, même si elle n'était pas de même nature. Merci. Et depuis 2017, on a tout l'inverse. On a soit une recentralisation, soit des contraintes extrêmement fortes. Moi, je me souviens de m'être battu, je n'étais pas président à l'époque, mais contre les contrats de Cahors qui contraignaient l'augmentation des dépenses de fonctionnement, mais là c'est pire. On n'est plus contraint formellement, mais on est asphyxié financièrement. Donc de toute façon, on est obligé de baisser des dépenses. Moi, j'ai dû baisser des dépenses dans le domaine de la culture, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine du sport, et c'est exactement l'inverse de ce que je souhaite faire. Et donc, ce n'est pas la libre administration des collectivités locales. Merci. Christian Rodon. Oui, merci, Président. Dans le contexte que l'on vient d'évoquer, il y a un volet sur lequel j'aimerais vous interroger. C'est le lien des relations du département avec d'autres collectivités, en particulier les communes, et sur ce volet qui est important pour les territoires, de l'aide aux communes. Je sais que les approches sont très différentes d'un département à l'autre, sont évolutives en fonction effectivement des contextes budgétaires, mais donc comment voyez-vous à l'avenir c'est un partenariat dans certains cas, c'est une complémentarité, mais c'est un poste budgétaire important, et quel avenir lui voyez-vous? C'est un rôle essentiel qu'ont les départements que de venir soutenir les investissements dans les communes. Un certain nombre de départements ne peuvent plus le faire. Parce que avant d'aller soutenir des projets des communes, nous devons payer les allocations individuelles de solidarité, de toute façon. Mais c'est regrettable, parce que nous avons encore la possibilité en Loire-Atlantique de venir soutenir les projets d'investissement des communes, et je mesure combien c'est important pour les communes, particulièrement les petites communes qui ne pourraient pas investir, qui ne pourraient pas construire une école, assumer leurs compétences obligatoires s'il n'y avait pas des subventions. Mais ce n'est pas une compétence obligatoire. Et donc, à un moment donné, si les départements sont encore plus contraints, eh bien, de fait, ils ne pourront plus aider le projet des communes. C'est pour ça que j'avais dit à une ancienne secrétaire d'État de mon département qui, quand le gouvernement de Michel Barnier avait annoncé
les 5 milliards demandés aux collectivités locales, cette secrétaire d'État avait dit « mais ne vous inquiétez pas », avait dit aux maires des communes de mon territoire, des petites communes, des communes rurales, avait dit « ne vous inquiétez pas, il n'y a que les 450 grandes collectivités qui vont être concernées ». Et moi j'ai expliqué que c'était faux, parce que ça s'appelle le ruissellement ou l'assèchement, comme on veut. C'est plutôt l'assèchement d'ailleurs que le ruissellement, mais dès lors que, à cette époque, le département de Loire-Atlantique devait financer à hauteur de 27 millions d'euros. Là, le Dilico, nous, on verse 6 millions, 6, je crois. Voilà, en gros. Mais c'était 27 millions d'euros. Et moi, j'ai expliqué que l'assèchement, ça allait commencer par l'arrêt de tout soutien aux communes. Donc, de toute façon, si des collectivités comme les départements ou les régions sont mis en grande difficulté, ça se répercute sur les petites communes qui bénéficient de ces subventions. Et il y a un enjeu démocratique important. On a déjà un sentiment de délaissement important sur toute une partie du territoire et particulièrement en milieu rural. Et donc si les petites communes ou les départements et les régions ne peuvent plus assumer les services publics de premier niveau, il y aura un ressentiment encore beaucoup plus fort. C'est une question d'égalité devant la République de tous nos citoyens. Et c'est pour ça que moi j'explique tout le temps, quand je vais inaugurer des projets que nous avons financés, eh bien que c'est un enjeu démocratique, un enjeu républicain que de venir soutenir toutes les communes pour que, quel que soit l'endroit où nous habitons, nous puissions avoir accès à des services publics de premier niveau. Monsieur le rapporteur. Oui, je voulais revenir sur une partie de la question sur la transition écologique et les marges de manœuvre que vous pouvez avoir sur cette question-là, parce que c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais maintenant on commence un peu à chiffrer, à avoir des scénarios assez poussés sur les besoins d'investissement. Vous avez rappelé le chiffre de I4CE qui ne descend pas du ciel, qui est basé sur les scénarios que l'État lui-même a construits, des besoins d'investissement pour décarboner et pour améliorer la transition. Aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des marges de manœuvre? Vous avez dit que vous avez un peu reculé sur les budgets sport, culture, etc. Est-ce que la transition, c'est aussi parfois une marge de manœuvre sur laquelle on arrête d'investir parce que les contraintes pèsent d'un coup beaucoup trop fort? Oui, c'est aussi une contrainte parce que de toute façon, quand les départements ont dû établir leur budget, ils ont commencé par regarder ce qui était obligatoire. Et après, où est-ce qu'on fait porter les efforts? Moi, j'ai parlé du sport, de la culture, par exemple, de la jeunesse, mais sur l'enjeu écologique, environnemental, nous avons dû étaler parfois des investissements. La rénovation des bâtiments, nous avions, par exemple, le projet de rénovation énergétique de 19 collèges. Nous en avons 82 en Loire-Atlantique. Eh bien, nous allons étaler la rénovation énergétique. De la même manière, nous avons baissé le budget d'entretien des espaces naturels sensibles. Mais nous le faisons le moins possible, mais nous ne pouvons pas totalement exempter d'efforts ce secteur, ce budget-là. Et pourtant, je pense que c'est une mauvaise décision. Comme quand on n'entretient pas suffisamment les routes, c'est aussi une mauvaise décision que beaucoup de présidents de département ou présidentes de département ont dû faire. Réduire les budgets sur les routes, ça peut se faire une année, 2 ans peut-être, mais on le paie ensuite. Chacun sait que quand on n'entretient pas un patrimoine, eh bien, il se détériore et ça coûte beaucoup plus cher quand on doit intervenir. Je pourrais parler aussi, c'est pas dans le domaine écologique, mais je pourrais parler aussi de l'entretien des ouvrages d'art. J'ai vu un article récemment dans la presse qui indique la difficulté d'entretien des ouvrages d'art. Eh bien, de la même manière, ces travaux sont parfois reportés faute de moyens. Et donc, nous avons besoin des moyens à hauteur des compétences
que le législateur nous a confiées. Oui. Ah, vas-y. Non, vas-y. Un autre sujet, peut-être dans une dimension plus prospective, si on devait aller vers une nouvelle décentralisation heureuse, c'est-à-dire celle qui associe les moyens aux choses transférées, quels sont les domaines dans lesquels vous aspireriez à acquérir, à posséder de nouvelles compétences? Est-ce que... Ma question est du même ordre. C'était aussi concernant les compétences. Est-ce qu'il y a des compétences nouvelles qui pourraient être transférées au département? À l'inverse, est-ce qu'il y a des compétences qui, au fond, pourraient aller vers d'autres collectivités ou être recentralisées et retransférées à l'État? Enfin, comment vous voyez les choses par rapport aux compétences, ou êtes-vous favorable au statu quo, ce qui est possible aussi? Sur les compétences qui ont été transférées de l'État vers les départements ou les régions d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de faire le sens inverse. Je pense que les collèges ou les lycées sont mieux entretenus que quand c'était l'État. Et un autre domaine, on m'a transféré il y a une quinzaine d'années un barrage. Il a été transféré en très mauvais état, et l'année suivante, l'État nous donnait toutes les préconisations de travaux à faire, et ça nous a coûté 14 millions d'euros. Donc, de la même manière, sur la protection de l'enfance, je ne vois pas en quoi recréer les DAS améliorerait la situation des jeunes qui nous sont confiés. Alors après, j'ai un sujet que je porte, là c'est plus personnel que département solidaire, mais ça concerne la politique du logement. Les départements portent l'idée de devenir autorité organisatrice de l'habitat. Et si les départements étaient autorités organisatrices de l'habitat avec des moyens financiers dédiés, peut-être une part de la participation de l'employeur à l'effort de construction, la PEC, qu'on appelait autrefois le 1% logement, qui est à 0,45 maintenant, eh bien, ça permettrait d'avoir un vrai levier pour construire, pour réhabiliter. Et ce ne serait pas une dépense nouvelle, ce serait des recettes nouvelles pour l'État, puisque dans le domaine du logement, nous estimons que les dépenses de logement coûtent à l'échelle du pays à peu près 45 milliards d'euros, mais en rapportent 90. Donc je pense que sur le logement, on pourrait avancer. D'ailleurs, il y a une vraie difficulté. Il y a un certain nombre de départements qui ont pris la délégation logement et ils sont en grande difficulté parce que les moyens nécessaires n'ont pas été transférés. Et donc il y a un certain nombre de départements qui rendent la délégation à l'État et des préfets qui sont bien embêtés en disant « mais je n'ai plus les moyens d'assumer cette délégation que je vous avais transférée, que je vous avais déléguée, pas transférée ». Merci beaucoup. Chers collègues, si vous n'avez pas d'autres questions, monsieur le rapporteur, peut-être très complet. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Puis on vous transmettra quand même une note écrite. Ah.
Nous poursuivons